C'est bon parcours. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, bienvenue à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ce matin en bonne compagnie, comme vous voyez. Je profite pour vous dire que on a une petite surprise. Alors vous êtes là, ça c'est merveilleux, mais comme ça, vous saurez que nous sommes en même temps en live streaming sur la chaîne de l'espace. Donc ça se permet à toutes les genuines qui sont un peu plus loin de pouvoir suivre quand même la conférence. Et vous allez avoir la vidéo replay. Donc pour celles qui prendront la parole, etc., je vous dévoile que vous serez certainement enregistrés. Alors, première chose, je voudrais vous introduire Pauline Léniaud, que je suis tellement ravie d'accueillir, et j'aimerais vous expliquer dans quel contexte la conférence de ce matin a lieu. Ça fait un moment que on se suit avec Pauline, qu'on voit qu'on partage les mêmes valeurs, qu'on est évidemment habité et porté par l'entrepreneuriat féminin, l'envie de vouloir vous aider toutes à vous réaliser pleinement et à développer votre entreprise. Et quand on s'est rencontrés pour la première fois, il y a maintenant 2 mois, très vite on a eu envie de développer un partenariat qui s'inscrive plus loin que juste un partenariat de visibilité, comme on peut connaître avec différentes marques, etc. Et donc ça me permet de vous annoncer que Genuine et Genio se sont vraiment alliés pour vous offrir un partenariat autour d'un partage de valeurs. Ça va se composer en différents événements. Donc la conférence, c'est le premier format. Mais vous allez voir cet automne qu'il y a une série de workshops qui vont être donnés par les experts de Genio sur des sujets clés qui vont vous permettre vraiment de développer votre entreprise. Et ça, c'est une première. C'est un partenariat qu'on n'a jamais fait au sein de Genuine, que je pense que vous n'avez jamais fait non plus. Et donc, c'est un sacré challenge parce que Pauline me disait ce matin, on va chercher des gens en interne qui quand même ont une bonne élocution, parlent bien, parce que tous les gens qui soient pas chiants, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, nos experts, c'est pas forcément des orateurs. Mais donc voilà, ça donne lieu à des super échanges. Je garde le suspense, je vous en dirai plus à la fin. Alors, pour introduire Pauline, je vous avoue qu'elle a plusieurs casquettes, elle a plusieurs projets, et je pense qu'elle sera bien mieux que moi vous en parler. Et j'aimerais vraiment un tonnerre d'applaudissements pour Pauline. J'aimerais déjà commencer par vous remercier parce que franchement, attirer autant de femmes entrepreneurs un mercredi à 11h, c'est assez exceptionnel. Et donc, je salue quand même, si j'avais un verre de champagne, je lèverais ma coupe à Genuine et à Émilie parce que bravo d'avoir réussi à rassembler autant de belles personnes. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite introduction avec Clémence, qui est responsable des événements chez Genio et qui a permis d'organiser avec Émilie cet événement aujourd'hui et tous les événements à venir dans le cadre de ce partenariat. Donc on fasse dans un premier temps un tout petit talk, je vous rassure, pour vous présenter la marque et vous parler un petit peu plus de nos activités, pourquoi on est à Genève, etc. Ensuite, l'idée, c'est qu'on laisse place à vos questions, parce que le plus important, en fait, c'est que vous ayez vraiment des enseignements très concrets pour vous. Je sais que vous êtes des femmes entrepreneurs ou en train de lancer des projets. Donc l'idée, c'est pas que je parle pendant 20 minutes toute seule d'un truc qui, moi, m'intéresse, mais peut-être vous ne vous intéresse pas. Donc je préfère vraiment répondre à vos questions. Et donc, n'hésitez pas à déjà commencer à y réfléchir un peu. Je pense que ça sera plus interactif, ça sera plus intéressant. Je sais qu'Émilie a préparé des questions également. Mais pour moi, c'est vraiment ça aussi, le partage et la transmission. C'est ce que j'aime faire avec mon podcast. C'est que ce soit, j'essaie de faire en sorte que ce soit utile. Donc, je préfère, en fait, que vous me disiez qu'est-ce qui vous intéresse, tout simplement. On commence, Clémence? Avec plaisir. Bonjour à toutes. Alors, Clémence, comme je le disais, si je peux l'introduire rapidement, qui est donc la responsable des événements et des relations publiques chez Genio, donc à la fois pour la France, mais aussi pour l'international, puisque la marque se développe de plus en plus en Suisse, en Belgique et bientôt dans d'autres destinations. Pour commencer, Pauline, est-ce que tu veux nous présenter l'histoire de Genio? Avec plaisir. Alors, l'idée, je vous rassure, je vais pas vous barber pendant des heures sur Genio. Je sais que vous n'êtes pas forcément là pour parler de ça, mais les deux sont tellement liés dans ma vie que c'est quand même important que vous sachiez finalement ce que c'est que cette entreprise. Donc Genio, c'est la marque de joaillerie que j'ai créée il y a maintenant 10 ans avec mon mari et associé. C'est un autre sujet, on pourra en parler dans des questions. Il s'appelle Sharif, qui n'est pas là aujourd'hui. Nous sommes toujours amoureux au bout de 10 ans de travail ensemble, donc c'est possible.
Et pourquoi est-ce qu'en fait on a créé Gémeo? Assez simplement parce que on cherchait une bague de fiançailles, il m'a demandé de l'épouser, on n'avait pas de bijoux, on n'avait pas de bijoutier de famille non plus, on n'y connaissait pas grand-chose à vrai dire, et donc on a été faire les choses en grand. On s'est dit, a priori on ne se marie qu'une fois, enfin on espère, et donc on va aller Place Vendôme pour essayer d'aller voir les plus belles maisons, les plus grands joailliers, pour vraiment vivre cette expérience comme un moment à deux, un moment de complicité à deux, une nouvelle expérience. Et je dois dire qu'on a été assez déçus, peut-être que certaines d'entre vous connaissent l'histoire, non pas par les bijoux qui sont absolument magnifiques et que, encore aujourd'hui, j'admire chez certains de ces grands joailliers, mais par l'expérience que j'ai trouvée un peu d'un autre âge, que j'ai trouvée souvent pas très moderne, que j'ai trouvée parfois un peu intimidante, un peu hautaine, et j'ai trouvé que c'était vraiment dommage parce qu'en fait, en réalité, une marque de joaillerie, c'est vraiment une marque qui est censée à la fois nous faire rêver sur les produits, mais aussi au niveau de l'état d'esprit. Et en fait, cet état d'esprit ne me faisait pas rêver, d'autant plus que c'est vraiment des moments, quand on achète un bijou, ce sont des moments de célébration, c'est des naissances, c'est des mariages, c'est des anniversaires de mariage, c'est des anniversaires, bref, ce sont des moments de joie. Et finalement, on arrivait, on poussait la porte, déjà on avait un petit peu peur, etc., on savait pas trop ce qu'on avait le droit de toucher ou pas. Et donc bref, tout ça pour dire qu'on s'est dit, finalement, si on pouvait respecter vraiment les savoir-faire anciens de ces maisons vénérables, essayer d'en tirer le meilleur, une fabrication française, vraiment quelque chose qui soit inscrit dans le savoir-faire et l'exigence, mais en même temps y apporter un état d'esprit plus moderne, plus ouvert, plus facile d'accès, où vraiment tout simplement quand on pousse la porte, on se sent bien. Et bien c'est ce qu'on a essayé de faire avec Gémeo, et donc pari un peu fou parce qu'on ne connaissait rien au monde de la joaillerie, mais on s'est dit, on va essayer de lancer notre marque de joaillerie, et aujourd'hui, je peux vous dire avec fierté que nous avons quasiment 70 collaborateurs, et que nous sommes encore là au bout de 10 ans, et surtout que ça n'est que le début. Voilà pour l'histoire de Gémeo. Je vais peut-être vous expliquer qu'est-ce que Gémeo, qu'est-ce que la maison de joaillerie Gémeo vous propose. Comme vous pouvez le voir là, nous sommes jeunes et joailliers. Jeunes dans notre approche, dans notre façon de vous accueillir, dans nos boutiques. C'est chaleureux, c'est intime, toujours une approche élégante. Je vous propose d'aller place du Bourg-de-Four et de pousser la porte de notre boutique, ou à Lyon pour les Lyonnais. N'hésitez pas et vous verrez... oui, exactement. Et vous rencontrerez Germaine qui est donc en charge de cette boutique, et vous serez pas déçus de cette rencontre. On vous propose des bijoux, des créations qui sont joaillères. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend une fabrication qui est 100% française. Aujourd'hui, on a 5 ateliers, des ateliers qui travaillent pour la place Vendôme, dont donc on n'a pas à rougir de la qualité. On vous propose un choix de 6 métaux, l'or blanc, l'or jaune, l'or rose, le platine, l'or noir, l'argent, et un catalogue de plusieurs pierres, parce que Gémeo provient du mot gemme, qui est donc la pierre, et c'est vraiment tout l'ADN de la marque, c'est de proposer des pierres de couleur. Donc on a 15 pierres, évidemment les 4 pierres précieuses, mais aussi de nombreuses pierres fines, et quand on veut avoir un bijou unique, on peut pousser la porte de Gémeo et choisir la création qu'on aime, et personnaliser sur ce modèle-là le métal que l'on veut, et sertir ce modèle de la pierre de notre choix. On a donc 6 boutiques. On a ouvert à Bruxelles en juin, en mars à Genève, Mortoucom, et peut-être que tu peux nous expliquer donc pourquoi la Suisse. Effectivement, donc Clémence te disait, on a ouvert une boutique sur la place du Bourg-du-Four il y a maintenant 2 mois à peu près, 31 mars. C'était une date symbolique, on a bien les symboles chez Gémeo, c'était l'anniversaire de mon mari, le 31 mars. Et en fait, aujourd'hui, c'est aussi une date importante pour moi parce qu'en fait, je fête littéralement les 1 an de mon installation en Suisse, puisque j'ai déménagé en Suisse. Moi, j'étais parisienne d'origine, j'ai habité à New York et à Paris, donc plutôt dans des très grandes villes. Et puis j'en ai eu marre, j'ai eu envie de nature, j'ai eu envie d'espace, j'ai eu envie de beauté. Et donc, j'ai déménagé en Suisse il y a exactement 1 an, sur le bord du lac des 4 cantons. Alors vous allez me dire, mais tu es folle, c'est la Suisse alémanique, c'est du Schweizerdeutsch, tout ça. Et c'est vrai, et donc je me suis remise à l'allemand, je pensais pas que j'allais devoir m'y remettre, mais comme quoi la vie est longue et parfois on a de belles surprises. Je suis tout simplement tombée vraiment amoureuse de votre pays et de ce beau lieu en particulier, et donc un peu sur un coup de tête pour vous raconter l'anecdote, je visitais le lac des 4 cantons pour la première fois de ma vie, et j'ai vraiment eu un espèce de choc, je me suis dit mais c'est incroyable ce lieu, je comprends pas, je ne connaissais pas. Je me suis tournée vers mon mari qui est à côté, et je lui ai dit je veux vivre ici. Il m'a dit mais t'es malade, on habite à Paris, on a 40 collaborateurs, de quoi tu me parles? Et en fait, on l'a fait, 3 ans plus tard, comme quoi toutes les belles choses mettent du temps.
mais si on s'accroche, ça peut finir par fonctionner, on peut vivre ses rêves. Et donc, je vous le dis avec d'autant plus d'émotion aujourd'hui que ça fait littéralement 1 an qu'on est installé, après avoir pas mal bataillé pour trouver la bonne organisation. Donc, on était d'autant plus content de s'installer à Genève avec la boutique de Gémio, parce que comme ça me permettait de lier ma vie personnelle à ma vie professionnelle. Et donc, vous me verrez certainement régulièrement à Genève, parce que ce n'est que 3 heures de train, et pour celles qui habitent à Zurich, peut-être bientôt à Zurich également. Place au talk. Allez, je vais reprendre. Merci beaucoup en tout cas, merci déjà pour cette présentation et très fière quand même que tu célèbres ce premier anniversaire suisse en notre compagnie à Genève, c'est mignon ça. Alors les filles, vraiment, c'est vraiment un desiderata qui nous tient à cœur, c'est que cette conférence elle soit interactive. Je pense que vous avez 1000 questions à poser à Pauline. Je connais la timidité, le manque de légitimité, le non mais ma question va sûrement être ridicule. Absolument pas, on est entre nous. Moi j'en ai plein, j'ai fait une liste grande comme ça. Donc j'ai commencé et en fait voilà, je me baladerai entre vous avec le micro pour celles qui veulent se lancer. Et n'hésitez pas, sincèrement, on a beaucoup de chance d'avoir Pauline pendant 1 heure avec nous. Donc c'est l'occasion ou jamais. Alors je me mets ici. Alors moi, Pauline, pour commencer, je t'avoue qu'il y a quelque chose qui me brûle les lèvres, c'est que tu gères de front 3 projets, parce qu'on le sait, au-delà de Gémio, il y a la chaîne podcast, anciennement connue comme Le Gratin, qui est devenu le podcast de Pauline Léniaud. En plus, des formations pour les entrepreneurs porteuses de projets qui se nomment Démian. Et je t'avoue que je ne sais pas comment tu arrives à tout combiner, à être de front. Je te trouve ultra assidu, je te suis sur les réseaux, le nombre de bambards que tu partages. Je t'avoue que moi, Genuine a 5 ans, ça fait 3 ans que j'ai plein de projets, que j'essaye de temps en temps de créer en parallèle. C'est des échecs cuisants, on va sentir, parce qu'en fait, aujourd'hui, Genuine me prend tout mon temps. Quel est le secret d'organisation ? Est-ce que, voilà, c'est une journée dédiée à chaque? Comment t'as réussi à combiner tout ça? Je pense que c'est l'une des questions qu'on me pose le plus, c'est de me dire, mais qu'est-ce que tu fais à avoir autant de business en même temps? Mais comment tu fais? Et ben alors, déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est que c'est pas facile, que ça n'est pas un long fleuve tranquille, et que sincèrement, je travaille beaucoup, je suis souvent fatiguée, mais quand on aime ce qu'on fait, eh bien, on se donne du mal. La réalité, c'est que la manière dont ça s'est fait, c'est que j'avais pas anticipé que j'allais avoir plusieurs business en même temps. Moi, pendant des années, je travaillais à temps plein chez Gémio, et c'est juste qu'à un moment dans ma carrière, j'ai eu besoin de quelque chose d'extérieur. J'ai eu besoin, en réalité, de sentir de l'air frais. J'ai eu besoin, en fait, de vraiment, je passais par une période difficile chez Gémio, de me dire, ok, j'ai autre chose dans ma vie que le travail. N'oubliez pas que je travaille avec mon mari quand même depuis 10 ans. Et donc à ce moment-là, j'ai combien de temps, si j'ose te couper? Non, bien sûr, ça faisait 6-7 ans à peu près, puisque c'était en 2017-2018 quand j'ai lancé le podcast. Et en fait, donc j'ai vraiment eu besoin de me ressourcer sur autre chose. Et donc à ce moment-là, j'ai pas décidé que j'allais arrêter de travailler chez Gémio, mais j'ai eu besoin d'aller chercher de l'inspiration ailleurs. Il se trouve que je me suis mis à écouter des podcasts à ce moment-là, comme peut-être certaines d'entre vous. Et en fait, ce qui était fou à l'époque, c'est qu'il y avait très peu de podcasts français. Et donc je me suis dit, mais c'est terrible, il y a tellement de bon contenu aux États-Unis. Il y a pourtant beaucoup de bons entrepreneurs francophones. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas aussi un podcast francophone? Et donc, j'ai simplement lancé mon podcast à ce moment-là, très rapidement. Hein. Franchement, j'ai eu l'idée, je crois que 2 ou 3 semaines plus tard, c'était lancé, en me disant, ça va m'apporter à la fois la possibilité de contacter de nouvelles personnes, ça va peut-être me faire une carte de visite, et puis juste, je vais apprendre, ça va me changer les idées. J'avais juste besoin d'un nouveau projet. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé le podcast, et en fait, il a pris assez rapidement. Je vous dirais pas qu'il a pris tout de suite, ça c'est aussi une question qu'on me pose, mais non, en réalité, ça fait 4 ans que le podcast existe, ça fait 4 ans que littéralement toutes les semaines on a un nouvel épisode, donc il y a aussi un vrai travail de longue haleine qui fait que ça a marché, et ça n'a pas marché dès le départ, mais par contre, c'est vrai que comme le timing était bon, je dirais qu'au bout 1 ou 2 ans, quand même, il avait déjà pris une belle place. Donc tout ça pour dire que c'est arrivé par hasard, c'était pas forcément conscient de ma part. Après, pour Demian, les formations, effectivement, pour entrepreneurs et le développement personnel, là, c'est arrivé de manière plus consciente, mais pour une raison simple, c'est que j'avais tellement de demandes sur le podcast de gens qui me posaient des questions, que moi, je suis entrepreneur, on se refait pas, répondre à une personne en DM sur Instagram, c'est bien, je le fais, mais en fait, à un moment donné où j'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie que ça profite à plus de monde, j'avais envie de scaler mon business, et par ailleurs, j'avais, au-delà du fait d'envie de partager plus, j'avais envie, tout simplement, que ça ait plus d'impact, quoi. J'avais envie qu'il n'y ait pas juste une personne qui bénéficie, mais une grande population. Et donc, c'est pour ça que j'ai lancé les formations.
toujours pareil, un peu en mode test, c'est-à-dire que je l'ai fait d'abord en me disant bon bah on verra bien si ça marche. Il se trouve que ça a très bien marché et donc j'ai continué. Je n'ai absolument pas répondu à ta question et c'est juste pour vous expliquer que déjà c'était pas forcément voulu. Donc comme quoi quand on se dit ah elle a un plan mais il y a après dans la tête etc. Non, c'est la vie qui a fait que je me retrouve dans cette situation. Alors maintenant brièvement comment est-ce que je fais pour m'organiser? J'ai testé plein de choses. J'ai testé d'être hyper méticuleuse, d'avoir un jour où je travaille sur le podcast, un jour où je travaille sur les formations, etc. Ça ne me ressemble pas, ça ne marche pas, ma vie n'est pas compartimentée de telle sorte que quand je suis au travail, je parle de travail à mon mari et quand je suis à la maison, je n'en parle pas. C'est faux. Toutes les personnes qui ont essayé de compartimenter leur vie n'y arrivent pas. Et donc moi, j'ai assumé au bout d'un moment qu'en fait, je n'allais pas compartimenter, que j'allais juste faire les choses qui comptent pour moi au moment où j'arrive à les faire, donc aussi simplement que ça. Et donc en l'occurrence, pour le dire assez simplement, j'ai une équipe maintenant qui m'aide, et donc la raison pour laquelle j'arrive à faire tout ça, c'est que j'ai quand même 2 personnes et demie, je dis 2 personnes et demie parce qu'on a une qui est à temps partiel, qui va bientôt être à temps plein, qui m'aide sur le podcast et sur les formations, et quand je dis qui m'aide, c'est elles font sincèrement 80% du boulot. Moi je fais le contenu, qui est là où j'ai la plus forte valeur ajoutée, c'est-à-dire là où je vais vraiment apporter, je pense, mon expertise, mais par contre la logistique, l'organisation, la production, ça n'est pas moi qui le gère. Et donc c'est ça aussi qui fait que j'arrive à le faire, si tu veux. Mais que tu arrives donc à déléguer. Ce qui n'est pas forcément évident. Parfois on a l'équipe, mais... C'est un autre sujet peut-être dont on pourra parler, la délégation. Mais effectivement, j'ai une chance, si tu veux, c'est qu'avec Gémio, maintenant on est à peu près 70 collaborateurs. Je suis pas la meilleure manager de la Terre, mais j'ai quand même appris 2-3 choses en 10 ans. Et donc je sais maintenant recruter, manager, déléguer, continuer à contrôler. Et donc c'est ce que j'ai appliqué tout simplement aussi pour le podcast. Et pour vous donner une idée, sur le podcast, je pense qu'un épisode de podcast me prend 2 heures par semaine. Donc c'est du temps, mais c'est pas non plus colossal. Moi, je sélectionne les personnes que je veux avoir sur le podcast, c'est mon équipe qui les démarche. Je ne m'en occupe absolument pas. C'est ensuite elle qui cale le rendez-vous. C'est elle qui organise la venue de ma vidéaste, qui organise le montage, etc. Je fais les questions. J'ai quand même aussi une personne qui me fait la recherche pour avoir beaucoup d'informations sur cette personne. Et ensuite, donc, je pose des questions. Merci, au revoir, et c'est fini. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que je me concentre uniquement là où j'ai la plus forte valeur ajoutée, c'est-à-dire pas le montage, pas l'organisation, mais par contre vraiment les questions et le fait d'être avec la personne. Ok. Et donc tu réponds quelque part indirectement à une autre question que je me posais, c'est cette fameuse question sur le work-life balance, parce que c'est vrai que c'est un topic qui revient souvent. Est-ce que de plus en plus j'entends, il faut pas essayer de compartimenter, c'est une erreur, on a une vie et puis voilà, et de se mettre cette pression, de se dire bon ben il faut que je commence à mettre de l'équilibre, etc. Donc toi, si je comprends bien, après maintenant plusieurs années, t'as compris que c'était ta vie et que voilà, et parfois ça déborde, ou parfois ça déborde pas, mais... Écoute, moi en tout cas, me concernant, je me dis à un moment donné, j'ai déjà beaucoup de travail, j'ai des rendez-vous back-to-back toute la journée, donc si je me mets des contraintes en plus de ah là j'ai pas passé 1 heure ce soir avec mon mari, en fait, si tu veux, c'est juste une charge mentale en plus, et donc en fait, j'ai pas besoin de ça. Donc en fait, je pense que ce qu'il faut, c'est être très clair sur ce qu'on veut. Et moi, un exercice que je fais, j'en ai parlé dans une de mes formations sur l'organisation du temps et la productivité, où je dis, en fait, le fondamental, c'est de savoir ce qu'on veut, et donc d'avoir ce que j'appelle une stratégie de vie. C'est-à-dire que pendant, je sais pas, les 3 prochaines années, je vais me concentrer sur Gémio, le podcast et le fait de déménager en Suisse, je dis n'importe quoi. Et donc je vais concentrer quasiment toute mon énergie là-dessus. Et ça va se faire au dépend d'autre chose, parce qu'on peut pas tout faire. Et donc typiquement, moi j'ai pas d'enfant, je vais peut-être passer moins de temps, je sais pas, à aller faire du sport, c'est possible. Je vais peut-être passer moins de temps aussi à voir mes amis, c'est un choix. Peut-être qu'à un autre moment dans ma vie, parce que la vie est longue et que 3 ans finalement ça passe assez vite, hop, je vais re-switcher. Là je vais me dire, ah bah non, là je veux autre chose, je veux passer plus de temps en famille, je veux, je sais pas, passer plus de temps, moins de temps à travailler. Et donc tout ça pour dire que je pense que souvent le problème de l'organisation personnelle, c'est qu'on se laisse porter par ses désirs, mais on n'a pas une vision très claire de là où on veut aller. Et je pense que souvent les gens se projettent très bien à 10-15 ans en se disant moi plus tard, voilà ce que j'aimerais avoir pour ma boîte. Mais à échéance de 3 ans, concrètement, quelle est vraiment leur stratégie fine de vie? Et pas uniquement au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel, de se dire quelle est la place de mon couple? Quelle est la place de ma famille? Quelle est la place de mes amis? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque pas? Quelle est la place du sport? Quelle est la place de la santé, de l'alimentation? Se poser toutes ces questions et vraiment y répondre de manière simple et claire, je trouve que c'est vraiment une boussole qui nous permet en fait d'arrêter d'être en permanence tiraillé et de se dire non. En fait, je sais que la réalité, c'est que là, j'ai voulu prioriser sur ma qualité de vie, le déménagement en Suisse, et donc, bah oui, je vois un peu moins ma famille et mes amis. C'est vrai. Mais en fait, c'est un choix et je l'assume. Et donc, j'en ai pas de souffrance.
Et je pense que ça, c'est aussi un très très bon moyen de se sentir un peu moins tiraillé. Et je pense que cet équilibre dont on n'arrête pas de parler, c'est pas vraiment un équilibre, c'est un choix. Ça marche super. Moi, je vous conseille de faire la formation poly que j'ai faite, que j'ai adoré sur la productivité. Ça marche super bien. Ouais, ça marche bien. De prioriser, je trouve que mentalement, nous, surtout, alors, on veut tout faire. Entrepreneurs au secours, parce qu'on a la famille, le mari, etc. Et je trouve qu'en fait, ça allège l'esprit de se dire que c'est la priorité du moment, donc on y va, et tant pis si on a un peu moins de temps sur le reste. Et moi, je viens de changer de maison grâce à toi, Pauline. J'ai priorisé la maison, je déménage dans 15 jours, et hop, 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 et on passe au prochain truc. Bravo à toi. Bravo à toi. Donc ça marche super. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui m'étonne un peu, et je le constate pourtant de moi, c'est qu'on ne réfléchit pas fondamentalement à sa stratégie de vie comme on réfléchit à sa stratégie de business. Le business, c'est une partie de votre vie. C'est pas toute votre vie. Et je dis pas qu'il faut savoir, une fois de plus, à 50 ans, là où vous voulez être. Ça peut changer. Mais y réfléchir quand même de temps en temps, ça me paraît quand même assez important. Non, merci beaucoup, c'est très intéressant. Et donc, tu acceptes l'idée aussi que, parfois, on accepte que certaines choses vont être en suspens parce que la priorité, c'est ça. Je trouve qu'il y a une telle injonction en ce moment voilà, il faudrait tout combiner, quoi. La vie perso super, faire du sport, manger healthy. On peut pas être sur tous les fronts, quoi. Il y a des moments où là, la priorité, là, je parle dans mon cas. Cette année, c'est l'intégration de la France. Il y a plein de choses dans ma vie qui sont en bordel total parce qu'on bosse comme des malades quand on est sur le terrain total. Et je me dis, c'est pas grave. Dans 2 ans, on sera ailleurs. Ce sera autre chose. Mais Émilie, je vais te dire un truc. Je pense que je veux pas résumer le secret du succès. C'est trop réducteur de le dire comme ça, mais une réalité, c'est que faire des choix, les assumer, dire non et se concentrer à 200% sur les quelques choix, très petits choix qu'on a faits, c'est ça qui nous permet d'avancer, de faire des miracles. Et le dire. C'est tout faire. Et le dire aussi, effectivement. Bien sûr, le communiquer à son entourage. Mais typiquement, moi, j'ai bossé énormément sur Gémeo parce que pendant, franchement, les 5 premières années de ma carrière chez Gémeo, je ne faisais que ça et c'était un choix conscient de prioriser. J'avais 2 priorités, c'était mon groupe et Gémeo. Ensuite, j'ai eu le podcast à un moment donné. Maintenant, ça a été la qualité de vie avec la Suisse. Donc, à chaque fois, je priorise. Et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. C'est quand, en fait, mon équipe appelle ça l'œil de saumon. C'est, je me mets sur quelque chose et ensuite j'y vais à fond. Et le problème, souvent, c'est qu'on a tendance un peu à saupoudrer son attention sur divers sujets. Et on fait beaucoup moins avancer les choses. Donc, il faut assumer, en fait, d'être très entier, je pense, dans sa manière de gérer ses propres priorités. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Je ne te connaissais pas et je suis ravie de découvrir cette belle énergie et tous ces beaux conseils. Je suis moi-même entrepreneur dans le Feng Shui, quelque chose d'assez particulier, Feng Shui occidental. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. Moi, j'avais une question. Tes formations m'intéressent et je voulais savoir si elles étaient en ligne, en présentiel ou voilà. À la base, moi, je suis une femme de terrain. J'aime voir les gens, j'aime sentir leur énergie, plus que d'être derrière un ordinateur. Mais voilà, on est obligé des fois. Il faudra s'adapter. Voilà. Écoute, merci pour ta question. Ravie de te rencontrer, du coup. Effectivement, alors les formations, donc la marque s'appelle Demian. Pourquoi Demian en 2 mots? Parce qu'en fait, Demian, c'est le nom d'un livre que j'aime beaucoup, qui est un livre de Hermann Hesse, qui d'ailleurs adorait le lac des 4 cantons, petit aparté. Il a écrit ce livre, en fait, où un jeune homme, en gros, va découvrir un mentor, dont le nom est Demian, qui va complètement changer sa vie, parce que ce mentor va vraiment lui apprendre à être lui-même, justement à savoir dire non, et en fait tout simplement à devenir un vrai adulte. C'est un enfant qui passe de l'enfance à l'âge adulte. Et donc j'ai beaucoup aimé cette idée de mentor, de petite voix en fait qui vous dit pas quoi faire exactement, mais qui vous donne une méthode et qui vous ouvre les yeux. Donc c'est pour ça que j'ai appelé les formations Demian, qu'on trouve sur internet. Donc pour répondre à ta question, ce sont des formations qui sont en ligne uniquement, qui sont réécoutables à vie. En gros, ça prend la forme à la fois de vidéos. Donc vous avez par exemple sur la formation faire plus en moins de temps, qui est donc vraiment les clés de la productivité, 6 ou 7 vidéos, je ne me rappelle pas, avec un carnet de travail d'une centaine de pages. Et la particularité, c'est que au-delà de vous donner des conseils, en fait, il y a 2 choses. Premièrement, c'est une méthode. C'est-à-dire que c'est pas juste je vous donne 3 conseils, c'est il faut appliquer dans l'ordre la méthode que je donne, parce qu'en fait, c'est exactement ce que je me suis appliqué à moi-même et que j'ai aussi pu appliquer avec beaucoup de personnes que j'ai pu coacher en présentiel à un moment dans ma vie ou mes collaborateurs. Donc, la méthode.
Et deux, la différence aussi de Demian, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est très orienté action. Et ça, je pense que Agnès pourra peut-être en témoigner, mais c'est-à-dire que je n'arrête pas d'inciter les gens à passer à l'action au travers d'exercices. Et donc, en fait, on est comme ça un peu obligé de progresser d'une certaine manière. Moi, j'aime bien le coaching, même si je ne suis pas coach. J'aime bien l'idée, en fait, de se dire qu'un peu comme un prof de sport, la grande vertu du prof de sport, c'est qu'il est là le matin à t'attendre en bas de chez toi, il va te botter les fesses et te dire maintenant tu vas faire tes 3 pompes. Là, c'est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire que je suis là pour vous dire maintenant t'arrêtes de chipoter et hop, tu fais ce que je t'ai dit. Et rien que ça, en fait, ça a une valeur ajoutée énorme. Donc, pour te le dire de manière plus simple, c'est sur Internet uniquement. Il y a quand même des groupes partagés sur LinkedIn où on peut échanger. Il y a beaucoup d'accompagnement via mon service client et moi-même qui interagissons avec les personnes qui font partie de la communauté, mais ça n'est pas en physique parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de personnes qui souscrivent aux formations et donc malheureusement, je peux pas le faire en physique. Voilà. Demian, comment ça s'écrit? DEMIAN.éducation. Alors, une autre question. Par ici. Donc, bonjour, merci déjà d'être Bonjour. venu et de prendre autant de temps pour pouvoir nous partager votre expérience. Alors moi j'ai une question, c'est un peu organisationnelle, parce que vous avez déjà quand même trois entreprises, et en plus vous avez rajouté le fait d'habiter aujourd'hui en Suisse, alors que Gémeo quand même à la base est à Paris. Comment vous faites en fait à distance avec vos équipes? Est-ce que vous avez une organisation pour le coup? Parce que là, quand vous devez écrire ou interviewer quelqu'un, vous faites de toute façon votre planning à vous, mais quand vous avez des contingences qui prennent 70 collaborateurs sur Paris, c'est quand même une autre organisation, j'imagine. Ouais, c'est clair. Alors c'est aussi une question qu'on me pose beaucoup parce que c'est un peu fou comme organisation. Je ne le conseille pas, je vous le dis. Ça fait partie de mes petits quirks. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que je ne l'aurais jamais fait au début de Gémeo. Je l'ai fait seulement quand Gémeo avait déjà 55 collaborateurs peut-être, une équipe qui était bien implantée, un comité de direction avec des personnes vraiment très autonomes. Et donc c'est ça qui m'a permis de le faire. Objectivement, je ne l'aurais jamais fait au début de Gémeo. Néanmoins, ça marche. Ça marche maintenant, j'arrive à le faire, je continue à me déplacer énormément à Paris. Moi, je suis quelqu'un qui aime le terrain, donc j'aime être en boutique, j'aime voir les gens, j'aime faire mes points en physique. Je déteste Zoom, donc c'est le paradoxe, hein. Je déteste Zoom, je déteste Skype, je déteste les trucs à distance. J'aime voir les gens en vrai, mais la qualité de vie était tellement importante pour moi. On en revient à cette question de stratégie de vie, qu'en fait, j'ai quand même fait le choix de mettre mon désamour de Zoom de côté pour en fait passer plus de temps quand même à distance. Donc concrètement, aujourd'hui, je rentre à Paris, pas toutes les semaines, mais quasiment toutes les semaines, 2 jours, quelque chose comme ça. Et donc ça me permet en fait d'être extrêmement concentrée sur ces 2 jours-là, sur ce que j'aime faire à Paris, c'est-à-dire voir mes équipes. Je passe énormément de temps avec eux, j'enchaîne les rendez-vous back-to-back tout le temps. Et par contre, quand je suis en Suisse, là, je me concentre sur autre chose que j'aime, c'est-à-dire prendre du recul, réfléchir à l'après de Gémeo, réfléchir à l'après du podcast, de Demian, et donc vraiment plus travailler sur le fond. Donc vraiment, ma vie est assez séparée en 2, et je dois vous dire que c'est assez agréable, parce que du coup, tu parlais d'organisation personnelle. En fait, mon organisation est beaucoup liée à mes déplacements, et donc c'est assez simple maintenant de l'organiser pour moi. Quand je suis à Paris, je suis dans l'énergie, je suis dans l'action, je suis dans le fait, à Paris, Genève ou à Bruxelles, enfin, là où je me déplace, on va dire, pour aller voir du monde. Vraiment, en fait, je vais être dans l'énergie. Et par contre, quand je suis en Suisse, chez moi, dans ma petite maison de mon village de 3000 habitants, je vois pas grand monde et je me concentre vraiment sur le fond. Et je trouve que ça, c'est un assez bon équilibre. Merci beaucoup. Merci. C'est bien, ça va me faire faire un peu de sport. S'il te plaît. Donc, Pauline aussi, hein, Pauline Bar. Moi, c'est comme bar-restaurant. C'est festif, hein. Et alors, j'aimerais avoir ton avis parce que j'ai un projet en cours. Donc, moi, j'ai monté ma boîte, ça s'appelle The Working Moms, il y a 4 ans. Donc, je l'ai monté seule. Pardon? Félicitations. Merci. Et donc, j'ai commencé tout de suite. En fait, c'est grâce à Amy que j'ai monté. J'ai été la voir avant de monter ma boîte. Et une fois que j'ai rencontré, je me suis dit, en fait, c'est facile, je vais le faire. J'étais fonctionnaire international à l'UNICEF. Ça a un petit peu surpris tout le monde. Et voilà, donc vraiment merci encore à Lydie de m'avoir montré qu'en fait c'était facile, quoi. Facile, je sais pas, mais possible. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, si j'ai des questions, je demande de Gémine et tout ça, et voilà, les difficultés sont arrivées au fur et à mesure, mais ça m'a fait croire que c'était facile en amont, donc c'était parti. Ça m'a donné l'impulsion. Et voilà, et donc un peu comme toi, moi j'aime avoir aussi d'autres projets et tout ça, et là je voudrais avoir ton avis parce que je vais monter un projet avec mon mari. Donc, on vient d'acheter, je sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui connaissent le village de Nernier, donc entre Genève et Ivoire. C'est un peu comme un petit Ivoire.
c'est la perle du Léman. Et on a acheté sur la place en vieille ville, un peu comme toi au bord de Fourbe, ça s'appelle la place du musée, la place principale en vieille ville de Nervier. On a acheté un vieil appartement là-bas qu'on veut transformer en galerie d'art. Mon mari est passionné par l'art, c'est comme ça qu'il m'a dragué il y a 20 ans, avec des petits dessins tous les jours sur ma table. Et donc, on se lance dans ce projet tous les deux. Et on n'a jamais travaillé ensemble, et on est ensemble depuis 20 ans, on a 2 enfants, et je veux vraiment que ça se passe le mieux possible. Et du coup, voilà, c'est une nouvelle situation pour moi. J'ai jamais ouvert des galeries d'art, j'ai jamais travaillé avec mon mari, j'ai ma boîte à côté. Mon mari garde son travail, il est salarié chez Edmond Rothschild, et il a un poste aussi avec des équipes, etc. Donc, un petit peu des conseils, comme tu es déjà passé par là, pour que ça se passe le plus rapidement possible, le mieux possible. Déjà de bonne chance avec tous ces projets, bravo. Écoute, en plus, t'as oublié 2 petits projets qui sont tes 2 enfants quand même. Voilà. Oui. Et le sport, parce que moi je pratique le sport à haut niveau, genre 10 heures par jour. Bon alors du coup, tu as peut-être intérêt à lire à passer par cette formation, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à faire. Non, mais blague à part, c'est un super projet, félicitations. Et juste petit aparté. Souvent, les projets supplémentaires font peur, mais en fait, c'est aussi une énorme source d'énergie. Et je dis souvent, les projets appellent les projets, l'énergie appelle l'énergie, et les projets appellent l'énergie. Et c'est vrai que plus t'en fais, souvent, plus t'as envie d'en faire. C'est assez fou dans la vie. À l'inverse, les gens qui, entre guillemets, ne font rien, vous n'êtes pas partie de ces personnes qui êtes ici aujourd'hui, ce sont des personnes qui, en fait, se font une montagne de tout nouveaux projets et qui, d'ailleurs, n'ont pas beaucoup d'énergie. Donc, je comprends, en fait, qu'avec tous les projets que tu as déjà, tu as envie d'en lancer des supplémentaires. Là, pour répondre à ta question spécifiquement sur le travail en couple, alors, il n'y a pas de bonne réponse. Ce que je te dirais, c'est que déjà, il faut que vous soyez parfaitement alignés l'un et l'autre sur le fait d'avoir envie de travailler avec l'autre. A priori, c'est le cas, mais il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de voir des couples dans lesquels l'un des deux a un peu envie de le faire, enfin même a très envie de le faire, et l'autre dit « Oula, je suis pas sûr que ça marche et tout ». Donc, il faut que vous soyez très honnêtes intellectuellement l'un avec l'autre pour vous dire « Est-ce que j'ai vraiment envie de tenter cette aventure à deux ?» Si c'est le cas, et ça a l'air d'être le cas, à ce moment-là, la deuxième étape que je te recommande, c'est de faire un peu comme un contrat de mariage, mais version professionnelle, et moi c'est ce que j'ai fait avec mon mari, c'est-à-dire de noter en fait tous les cas terribles qui risquent malheureusement d'arriver parce que la vie est ainsi faite, qui font que si la boîte se plante, si l'un de vous deux en a marre, si l'un de vous deux n'est pas la bonne personne pour le faire, si je ne sais quoi, qu'est-ce qui se passe? En gros, un peu comme un pacte d'associés entre vous, mais de manière très simple, t'es pas obligé du tout, tu vois, de faire de manière complexe. Juste, qu'est-ce qui compte pour vous quand ces cas de figure vont arriver? Premièrement. Et deuxièmement, quelles sont les choses qui sont indispensables pour la bonne tenue de votre couple? Je te donne un exemple. Ça paraît peut-être basique, mais c'est important de le dire. Nous, avec mon mari, on s'est donc fait ce petit document, c'est juste une feuille simple, où on s'est dit, déjà, on se dit toujours la vérité. On se dit toujours la vérité, même si elle est dure, même si elle fait pas plaisir, même si l'autre est fatigué, on se dit toujours la vérité, et l'autre ne pourra pas nous en vouloir de dire la vérité. Donc, on prend feedback. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que toutes les fois où on se dit la vérité, et que franchement on n'a pas très envie de l'entendre, parce que t'es fatigué, t'as passé une semaine un peu difficile, etc., et que là il vient de dire, là franchement ton talk c'était pourri, Pauline, donc la prochaine fois tu te bosses un peu plus, eh bien, si je suis pas contente, il me dit, n'oublie pas ce qu'on s'est mis sur notre pacte d'associés, et il peut me le ressortir. Et donc, on a fait même un peu un cérémonial, un rituel, puisqu'on a imprimé ce document, on l'a signé l'un et l'autre. Tout à fait, c'est un document officiel. Et nous l'avons soigneusement conservé. Donc, tout ça pour dire qu'il faut réfléchir à ce qui compte pour vous, si tu veux, et se le dire. Et ça, c'est un conseil, en fait, que je te donne à toi avec ton mari, parce que c'est particulièrement important. Mais toute personne qui s'associe avec vous, en fait, il faut le faire. Il faut se dire les choses. Souvent, quand on rencontre un associé, on se dit « Ah, mais on a les mêmes valeurs, on s'entend bien. » Mais on n'est pas rentré dans les problèmes. Une fois de plus, c'est comme un mariage. Le mariage, quand ça se passe bien, on est tous contents, mais c'est au moment du divorce qu'il y a des problèmes. Et donc, il faut anticiper à l'avance le potentiel divorce et se dire « Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les choses qui pourraient mener à un divorce? Et qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas, quand on est confronté à ce genre de situation ?» Donc, je pense qu'il faut que ça soit simple, mais que vous posiez un moment 2 heures ensemble, vous y réfléchissez, vous le faites de manière un peu formelle, vous le mettez par écrit, et normalement, ça devrait mieux se passer.
Après, je te dis pas que tu seras à l'abri quand même de 2-3 petites engueulades, hein, ça arrive, mais c'est ça aussi qui fait les joies du travail en couple. Les responsabilités de chacun, en fait, dans la boîte, toi, tu l'as aussi décidé tout de suite en amont ou ça s'est fait au fur et à mesure du projet Alors, non seulement ça s'est fait au fur et à mesure du projet, mais on a fait un total 180 par rapport au début de Gémio, puisqu'il faut quand même savoir, je ne sais pas ce qui nous est passé par la tête, hein, mais comme quoi, on n'est pas toujours très bon dès le début, et comme quoi on apprend. J'ai commencé par gérer la production, la comptabilité et la finance véridique, et mon mari a commencé par gérer le design des produits, le site internet et un peu le marketing. Et en fait, au bout d'1 ou 2 ans, on s'est regardé, on s'est dit, en fait, il va peut-être falloir changer. C'est vrai que toi, tes bijoux, où en fait, on a l'impression que c'est des Legos que t'as mis les uns sur les autres, ça marche pas très très bien. Et puis moi, en fait, la comptabilité, on était quasiment en redressement fiscal, enfin bancaire, en fait, je veux dire, à ce stade. Donc on s'est dit, en fait, on va intervertir les compétences, et donc ça s'est très bien passé. Donc comme quoi, on n'est pas toujours bon dès le départ, et en l'occurrence, on a changé, et maintenant, effectivement, nos compétences sont très séparées. On se fait 100% confiance, mais c'est vrai qu'on a des domaines d'expertise, si tu veux, qui sont très différents. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre une question. Moi, j'aimerais d'abord en poser une, histoire un peu de mettre les pieds dans le sujet qui pique. Donc ça, je me dis que peut-être que ça va délier certainement qui n'osent pas se délier. Parlons argent. Parce que je sais que c'est pas un sujet facile, et ça, je parle au nom un verre d'eau, là. Oui. Je parle au nom de la majorité des genuines que j'ai rencontrées ces 5 dernières années. C'est pas toujours simple de poser un prix sur nos produits, sur nos services. C'est pas toujours simple non plus de trouver un business model. Je reçois énormément de porteuses de projets lors des séances d'infos qui ont souvent des très jolis projets avec une empreinte durable, avec plein de belles valeurs, et quand on se pose la question de « mais ça a l'air merveilleux, mais comment vas-tu gagner ta vie ?» On verra plus tard, c'est pas l'importance. Et pourtant, c'est fondamental. Et donc, j'ai envie de te poser 2 questions. C'est d'une part, comment as-tu réussi à monétiser la chaîne podcast, sachant que ce genre de médias, c'est pas évident, c'est un peu comme les blogs, c'est pas simple à monétiser. Et deuxièmement, je crois comprendre que donc vous étiez pas joaillier à la base. La joaillerie a ses codes, le prix indique une valeur, un positionnement, etc. Comment, et j'imagine que ça continue à être un sujet, comment se fait la stratégie prix est-ce que ça a été simple, est-ce que c'est compliqué de poser justement ces prix voilà. Donc j'aimerais bien qu'on parle de ça. Merci beaucoup. Je te remercie à toi. Déjà, première chose quand même qu'on peut dire, rien n'est simple dans la vie. Je pense qu'il faut quand même dire, rien n'est simple. Et ça fait du bien de se le rappeler. Tout est ok, quoi. Ah, mais c'est vrai que c'est important de le dire, parce qu'en fait, on peut penser, ah, mais c'est facile. Mais non, ça n'est pas facile. Rien n'est facile. Et en fait, ce qui fait que, aussi, un business marche, souvent, je trouve, enfin, c'est ce que j'ai constaté, c'est quand, en fait, on fait toujours l'effort supplémentaire d'aller plus loin. Je dis à mon équipe souvent aller au bout des choses, c'est-à-dire ne jamais se reposer sur ses lauriers, ne jamais penser que c'est facile, ou quand c'est facile, se dire comment est-ce que je peux faire pour encore aller un petit peu plus loin. Et donc, je pense que j'ai quand même interviewé pas mal de personnes sur mon podcast qui ont réussi, et je constate que ce sont des personnes qui ne prennent jamais les choses pour acquises, qui vont toujours plus loin, qui se poussent, on dit sortir de sa zone de confort, mais c'est pas juste sur des choses qui nous font peur. C'est en fait, même quand on est fatigué, même quand on n'a pas envie, en fait, si, on va faire le travail. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que je vous assure que sur la durée, ça paye. Et moi, le nombre de fois où j'ai pas envie de relire un texte, j'ai pas envie de contrôler quelque chose, j'ai pas envie de prendre le temps de faire une remarque à tel collaborateur parce que je suis fatiguée, je me dis non, mais c'est pas grave. C'est toujours grave. Il faut le faire. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Et pour répondre à ta question, parce qu'en fait, j'aime bien ne pas répondre à tes questions. J'adore. Tu m'en excuseras, mais elles sont trop compliquées, en fait. Non, mais blague à part. Si je parle de la première question sur le podcast, c'est particulier, mais je n'ai absolument pas eu l'intention de monétiser le podcast au démarrage. Pas parce qu'en fait, ça n'était pas possible, mais parce qu'en fait, j'avais un autre métier à côté. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui se lancent dans un business, je peux les encourager en fait à conserver leur job à côté, parce que mine de rien, vous allez comme ça avoir une ressource, vous n'aurez pas la pression. Franchement, je trouve qu'aujourd'hui, on a trop tendance à dire aux gens, allez, vive tes rêves, abandonne tout, c'est pas grave, si t'as enfant, mari, maison, prêt immobilier, machin, t'inquiète pas, ça va aller. Non, c'est faux. Il y a un moment, il faut être un peu responsable dans la vie. Et moi, en l'occurrence, j'ai pas quitté Gémio pour faire le podcast. Non, j'ai fait Gémio, j'ai continué à bien travailler chez Gémio, à gagner ma vie avec Gémio. Et j'ai fait le podcast en parallèle, et le jour où le podcast a bien marché, c'est-à-dire 2 ans à 2 ans et demi plus tard, j'ai quasiment mis 3 ans avant de commencer à monétiser le podcast, là, j'ai pu commencer à le faire. Donc, je dirais qu'il y a vraiment cette notion de se dire,
la patience est très importante, mais au-delà de la patience, le fait d'avoir quand même des ressources complémentaires à côté. Comment j'ai fait pour le monétiser? Simplement, en fait, à l'époque, comme je n'avais pas besoin de gagner de l'argent avec le podcast, puisque j'avais Gémio à côté, en fait, j'ai fait une chose, c'est j'ai voulu développer la visibilité du podcast. Donc, toute mon énergie était concentrée sur créer les meilleurs contenus possibles et donner de la visibilité à ces contenus. Donc, j'avais pas beaucoup d'argent à dépenser dessus puisque c'était mes données personnelles, mais au bout d'un moment, ça a commencé à prendre et j'ai, notamment via les réseaux sociaux, commencé à développer une communauté qui fait que le podcast avait de plus en plus de visibilité et donc de fil en aiguille. Quand le podcast est devenu important et c'est devenu globalement le premier podcast francophone sur la partie business, en gros là j'ai commencé à avoir des sponsors qui se sont intéressés à ce que je faisais et donc j'ai pu commencer à monétiser. Et donc aujourd'hui le podcast monétise en fait son activité via du sponsoring. J'en fais pas si souvent que ça parce que j'essaye vraiment de garder uniquement des partenaires en fait qui me plaisent, que je peux recommander parce que j'engage un peu ma voix en le faisant. Et une fois de plus, j'ai un salaire à côté donc j'ai pas besoin. Mais par contre, maintenant, je m'autorise à le faire. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, pour toutes les personnes qui se lancent sans du tout avoir d'idée de comment monétiser, je pense que ça, c'est pas la bonne façon de faire. Parce que même si moi, je n'avais pas forcément vocation à monétiser le podcast, je savais très bien comment j'allais le monétiser si je devais être amené à le faire. Je savais que j'allais devoir trouver des sponsors. Et donc, je savais que pour arriver à avoir des sponsors, il me fallait un certain nombre d'écoutes. A priori, 150 000, 200 000 écoutes, c'était un peu le minimum. Et donc, globalement, j'avais quand même si c'était pas une action nécessaire et obligatoire, une fois de plus, parce que j'avais mon salaire, je pouvais en fait le faire, enfin, en tout cas, je savais vers où tendre. Donc, je dirais que si vous lancez dans un business, quand même, le nerf de la guerre, c'est juste d'avoir du chiffre d'affaires pour le pérenniser et d'avoir des clients aussi pour avoir un feedback sur ce que vous faites. Donc, il faut pas se lancer dans un projet en se disant, non, mais un jour, oui, c'est ça. Ça va marcher. Moi, j'entends souvent ça. Je trouverai plus tard. Le problème, c'est qu'à un moment, non, on fatigue savoir où on veut aller. Vous n'êtes pas obligé tout de suite d'avoir ce chiffre d'affaires, ça c'est vrai. Mais par contre, il faut savoir quand même globalement comment y arriver à un moment donné. Ça, je pense que c'est important. Et la deuxième question sur le pricing, écoute, c'est une question compliquée, le pricing. Ce que je peux vous dire, c'est que les prix chez Gémio ont pas mal évolué. Parce qu'en fait, nos produits ont beaucoup évolué et qu'en fait, quand on a lancé Gémio, c'était une marque uniquement digitale, initialement. On n'avait pas les moyens d'avoir des boutiques. Et c'était aussi un parti pris de dire, on va être capable de vendre de la belle joaillerie online uniquement. Donc, on avait plutôt quand même fait le choix d'avoir des produits relativement accessibles. Je m'étais dit que 1 000 € de panier moyen, c'était déjà le grand maximum. Donc, je visais plutôt entre 700 et 1 000 €. Et donc, on essayait de faire des produits qui soient dans cette gamme de prix. Et en fait, on s'est rendu compte que notre clientèle nous demandait de plus en plus des belles pièces. Et donc, en fait, le panier moyen a augmenté parce que l'image de marque aussi s'est construite. Donc, ce que je dirais là aussi, c'est qu'il ne faut pas se fixer un prix en se disant c'est comme ça et ça sera comme ça toute la vie. Je pense qu'il faut se dire que la vie est longue et qu'en fait, elle va évoluer. Et moi, je vois beaucoup de personnes que j'ai pu conseiller qui me disent non, mais moi, quand je vends un sac, mon sac, il faut qu'il soit à 600 €. Mais en fait, le sac à 600 €, peut-être que dans 5 ans, ça sera le bon prix de ce sac. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas de marque, si vous n'avez personne qui vous suit sur les réseaux sociaux, si vous êtes complètement inconnu, et si peut-être votre qualité n'est pas encore la même que celle que vous pourrez avoir plus tard, en fait, non, ne le faites pas à 600 €, acceptez d'avoir une marge un peu en dessous et faites-le à 400 €. Et là, ça sera un bon rapport qualité-prix pour votre client. Ils en achèteront plus et ensuite, plus tard, vous pourrez augmenter les prix parce que juste, vous serez meilleur. En fait, le prix, ça n'est rien d'autre que la valeur perçue de votre produit, votre capacité donc à être désirable, mais aussi ce que vous apportez comme valeur ajoutée. On dit souvent la marge, c'est ça. Ah, il marge beaucoup. Mais s'il est capable de marger à 80% et que les gens sont prêts à payer, c'est qu'en fait, il apporte une valeur ajoutée qui est importante. Ça n'est que ça, c'est la rémunération de votre travail. C'est ça la marge. Et donc, plus vous arrivez à payer cher, plus vous faites du bon travail. Mais au début, vous êtes encore bébé entrepreneur. Vous êtes encore débutant. Votre produit, il est encore en train d'être construit, il n'est pas encore parfait, c'est normal. Moi, au bout de 10 ans, il est loin d'être parfait. Au contraire, j'arrête pas de me plaindre qu'il n'est pas du tout parfait. Et ben, du coup, c'est pour ça que la marge, elle évolue avec le temps. Et les marques qui ont les meilleures marges sont souvent des marques qui sont assez anciennes, parce qu'elles, justement, ont réussi à améliorer la désirabilité et à la fois la qualité de ce qu'ils proposent. Donc, je pense qu'il ne faut pas voir le prix comme quelque chose de fixe. Il faut plutôt se dire, il vaut mieux partir un peu bas et augmenter avec cette vision plutôt que l'inverse. Souvent, c'est assez difficile de vendre très cher au début quand on est complètement inconnu, c'est sûr. Merci beaucoup parce que je trouve que justement, c'est pas évident d'augmenter ses prix et on se dit mais les gens maintenant sont habitués à payer X, est-ce que vraiment j'ose assumer le Y? Et il y a quelque chose de très figé justement autour du prix. Donc merci pour ce rappel. Alors, il y avait une question, j'arrive. Alors, moi, ma question, justement, elle va rejoindre un peu le côté financier, donc ça tombe bien. Du coup, j'ai aussi une marque dans la joaillerie, qui est au début.
Et ma question, c'était plutôt par rapport à Gémeo, justement. Le côté timeline, un petit peu au début, peut-être les 5 premières années, en termes justement de financement, est-ce qu'il y a eu des investissements qui ont été demandés? Parce qu'on sait quand même que toutes les joailleries, les prototypes, le stock, ben, ça coûte assez cher au début. Et du coup, comment ça s'est passé en fait un peu ces premières années en termes de budget justement? Très bonne question. Alors nous, il y a eu une réalité, c'est quand on a lancé Gémeo, on n'avait pas du tout d'argent. Moi, je sortais de beaucoup d'années d'études. Mon mari avait démissionné, une rare personne a démissionné en France de son job et du coup n'avait pas l'assurance chômage. Et donc on n'avait pas beaucoup d'argent. On avait une chance, c'est qu'on payait pas le loyer, on habitait dans un appartement que mes parents nous prêtaient, et donc en fait on n'avait pas besoin au moins de payer notre loyer. Donc ça c'était plutôt bien, on n'avait pas d'enfants donc c'était plus facile. Mais quand même globalement, on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc on n'a pas pu investir tout de suite sur Gémeo, on a mis assez peu d'argent au démarrage. Et ce qui a d'ailleurs fait notre force, je crois, parce qu'en fait, tout le business model de Gémeo que Clémence évoquait tout à l'heure, c'est qu'en fait, on fabrique des bijoux sur mesure pour les clients. Pour une raison que tu as évoquée, c'est que le stock en joaillerie, c'est pas comme du stock de prêt-à-porter. Ça coûte très cher. Quand on fait de l'or, du diamant, des émeraudes, bon, malheureusement, c'est pas facile à porter comme stock. Et nous, on était vraiment sur le précieux. Donc on s'est dit, on n'a pas les moyens d'avoir du stock, contrairement à toutes les autres marques de joaillerie qui font beaucoup de stock. Pour vous donner un chiffre, la plupart des maisons de joaillerie ont l'équivalent de 2 ans de chiffre d'affaires de stock. Donc c'est énorme. Des marques qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires comme Cartier, imaginez ce qu'ils ont comme poids en stock. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que la marge est assez élevée. C'est pour assurer en fait finalement le coût de ce stock. Donc nous en fait on s'est dit on peut pas faire ça. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement fabriquer les bijoux sur mesure. Donc il y a un compromis. Comme d'habitude dans la vie, c'est comme les priorités de la stratégie de vie, il y a des trade-offs. Le trade-off, il y a un temps d'attente pour le client, il y a un délai de 3-4 semaines à peu près sur la fabrication du bijou. Et donc on a repensé si tu veux le business model. Donc ça a déjà été une première chose que je peux te dire, c'est qu'en fait au lieu de se lancer un peu tête baissée dans ah ben du coup il faut du stock, il faut du financement, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire intelligemment pour en fait faire de cette contrainte une opportunité. Et ça aussi c'est peut-être un message, un enseignement que je peux vous tirer. Je dis tout le temps à mes équipes chez Gémeo, quand on a un problème, ne le voyez pas comme un problème. Voyez-le comme une opportunité. Parce que c'est vraiment ça. Typiquement, là je t'en ai donné un exemple assez concret, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est une des seules marques à fonctionner comme ça, avec pendant des années, pour rentrer dans les termes financiers, un BFR négatif, c'est-à-dire qu'en fait, le fonds de roulement de l'entreprise, en fait, les clients nous payaient avant qu'on lance sa fabrication. Donc je te cache pas que pour lever des fonds, ça aide. Et du coup, donc voilà comment on a commencé. Ensuite, on a dû quand même financer l'entreprise, moins à la rigueur pour la fabrication, etc., comme je disais, mais parce qu'on voulait investir en marketing, on voulait ne plus travailler de chez moi et de chez mes parents, qu'on voulait commencer à se payer des salaires. Et donc, au bout de quelques mois, on a décidé de faire une levée de fonds. On a fait une première levée de fonds avec des business angels, une deuxième encore avec ces mêmes business angels, et puis ensuite avec un fonds d'investissement. Et pour vous donner quelques quand même détails là-dessus, ce que je peux dire sur les levées de fonds, c'est que c'est pas la panacée. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous, on a racheté nos parts chez Gémeo. Donc, en fait, on est majoritaire avec mon mari, parce qu'on voulait, en fait, garder le contrôle de cette entreprise. Le problème, quand même, qu'il faut réaliser, c'est quand on lève des fonds, on a de l'argent contre des parts dans l'entreprise. Donc, on peut investir de l'argent dans l'entreprise, mais on donne quand même une part du gâteau, si je puis dire. Et donc, vous n'êtes plus les seuls maîtres à bord. Il faut quand même le réaliser. Je connais pas, en fait, votre connaissance financière, donc c'est pour ça que je vais essayer de simplifier, on va dire. Et tout ça pour dire qu'en fait, vous avez à nouveau des associés. Donc, je parlais de l'association tout à l'heure du mari. Mais finalement, quand vous levez des fonds, vous avez d'autres associés. Ce sont des gens qui vont avoir des mots à dire. Et souvent, d'ailleurs, si jamais vous levez beaucoup de fonds, il va y avoir un pacte d'associés qui est souvent assez contraignant pour l'entrepreneur. Et donc, il faut vraiment le prendre en compte. Donc, tout ça pour dire que la levée de fonds, ça n'est pas forcément une panacée. C'est quelque chose de très bien dans certains cas de figure, notamment si on accepte de lâcher le contrôle et qu'on veut se développer très vite. Mais c'est pas tous les jours la bonne option. Il peut y avoir des prêts bancaires, etc. Et puis, il peut y avoir surtout de l'autofinancement. Et Gémeo est une marque qui est autofinancée depuis maintenant 5 ou 6 ans. Pour vous donner une idée, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails trop financiers, mais on fait 1,5 million d'EBITDA positifs par an. Donc, ça veut dire qu'on a 1,5 million à réinjecter chaque année dans l'entreprise. Donc, c'est ça qui nous finance, nous, maintenant, chaque année. Mais c'est sûr qu'avant d'y arriver, tu mets un petit peu de temps, quoi. Merci beaucoup. Mais 8 ans. C'est vrai qu'on a un peu tendance à fantasmer le côté levé de fonds, c'est un peu le Graal. Et je partage assez ton point de vue de dire d'un coup, tu ouvres la porte quand même et tu invites des gens à ta table et on n'est plus maître à bord, quoi. Il faut en tenir compte. Il y a quand même pas juste d'argent et puis en plus c'est pas notre argent, on le doit quand même. Bien sûr. Et puis en plus c'est quand même pour revenir là-dessus, pas une longue pente descendante, mais ce que je veux dire, c'est que si jamais vous avez quelqu'un qui met 300 000 euros dans votre entreprise, donc qui a un droit de regard, puisqu'il a mis 300 000 euros dans votre entreprise, et c'est normal, sincèrement. Déjà, vous avez la responsabilité, si jamais ça se plante, c'est jamais très agréable parce que c'est son argent.
Et puis d'autre part, il faut quand même se dire que ces personnes-là, plutôt on dit en général quand on lève des fonds, que vous développiez beaucoup votre activité et donc que vous investissiez beaucoup sur le chiffre d'affaires. Et souvent ce qu'on dit, c'est que les investisseurs en levée de fonds vont faire en sorte que les entrepreneurs investissent sur la top line, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, au détriment de justement de la rentabilité de l'entreprise. Et donc ce que ça signifie, c'est que ça vous pousse en permanence à relever des fonds. C'est pas grave dans l'absolu. Le problème, c'est que si jamais vous n'êtes jamais rentable, en fait, dites-vous que la survie de votre entreprise, si vous n'êtes pas rentable, dépend de votre capacité à lever des fonds. Si jamais, et il y a beaucoup d'histoires d'horreur comme ça, la personne vous dit, ah ben non, maintenant j'en ai marre, c'est un trou, Afrique, ton truc, j'ai pas envie de continuer à investir, ben en fait, vous vous retrouvez bloqué. Et c'est arrivé à beaucoup d'entreprises qui se sont plantées parce qu'elles se sont retrouvées un jour dans une situation où elles avaient besoin d'argent et que les investisseurs, et c'est leur droit, n'avaient pas envie de réinvestir. Et donc, il faut faire très attention à ça. Moi, une valeur qui me porte beaucoup, c'est la liberté. J'aime être tranquille chez moi. Et en l'occurrence, avec Géno, je suis tranquille chez moi. Mais alors juste pour rebondir sur ce point-là, si jamais il n'y a pas de levée de fonds, ça veut dire que la croissance, le développement se fait beaucoup plus lentement. Tout à fait. Il faut être beaucoup plus patient. Exactement. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est comme d'habitude une histoire de choix. Si jamais pour vous c'est pas important d'avoir le contrôle de votre entreprise, le problème c'est qu'au début on sait pas trop parce qu'on pense qu'on s'en fiche et puis en fait finalement quand on commence à s'attacher à sa boîte on se dit ah mais quand il y a un investisseur qui comprend rien à mon business qui me dit quoi faire ça me plaît pas trop. Mais malheureusement on peut pas le savoir en amont. Donc c'est vrai que les levées de fonds ont un avantage énorme, c'est que ça vous met de l'argent sous perfusion, c'est un peu comme de se doper quoi, faut être clair. Et donc le cycliste qui est dopé, il va plus vite que l'autre. Après est-ce que c'est durable? Je sais pas, mais ça c'est une question de se dire est-ce que je vais arriver le premier à la ligne d'arrivée là tout de suite ou est-ce que je veux faire un marathon qui va durer très très longtemps où j'arriverai à mon rythme mais par contre je serai bien dans mes baskets et puis finalement dans 5 ans j'arriverai à la finish line. Donc je pense que c'est un peu ce genre de raisonnement. Et une fois de plus, je pense, là je le dis en blaguant, d'une manière peut-être un petit peu dévalorisante pour les levées de fonds, moi je porte pas du tout de jugement sur les levées de fonds parce qu'au final je pense que c'est nécessaire, c'est très bien pour l'écosystème et que certaines personnes ont des business qui nécessitent des levées de fonds. Notamment des business qui, si jamais ça ne va pas très vite, n'arriveront jamais à émerger. C'est possible, il y a des business en fait où il faut être le premier en fait pour émerger. Mais il y a beaucoup de business où c'est pas nécessaire. Et moi, ce que je dis, c'est juste qu'il faut avoir du discernement en tant qu'entrepreneur, de se dire, est-ce que je fais partie des catégories d'entrepreneurs qui ont envie d'avoir cette pression permanente parce que c'est une pression, et d'autre part, que mon business a besoin d'aller très vite ou pas. Et je pense, et c'est pour ça que je voulais en parler, j'en parle de manière un peu animée, vous m'excuserez, mais c'est parce que je vois trop d'entrepreneurs qui se jettent dans la gueule du loup sans avoir profondément réfléchi à toutes les implications que ça pouvait avoir. Bonjour, Sophie. Je lance en fait un bureau pour le télétravail que j'ai conçu en fait, qui a cette fonction d'être caché, mais qu'on peut tout stocker dedans, que j'ai fait pour moi en 2019 en fait, parce que j'avais cette problématique des petits espaces. Aujourd'hui en fait, le modèle de Génio, c'est le modèle que j'applique, c'est-à-dire de faire payer en fait le client à l'avance pour pouvoir avoir en fait la production qui suit. Comment en fait les premiers clients en fait que Génio a eu, comment la crédibilité en fait de Génio de dire payez-moi à l'avance et après on fait la production, ça a été comment ça s'est passé? Quels ont été les premiers clients qui vous ont fait confiance en fait? Alors c'est une très bonne question. Bon, on ne dit pas comme ça. Hein. On ne dit pas payez-nous d'abord, on encaisse, on se retrouve dans 3 semaines. Donc non, il y a toute une histoire de communication et la communication dans tout ce que vous faites en fait est assez clé. En l'occurrence, ça n'est rien d'autre qu'un acompte, je pense. Ça n'est rien d'autre qu'un acompte et on a mis assez rapidement d'ailleurs le 3 fois sans frais chez Génio, de telle sorte que le premier acompte est d'un tiers seulement et non pas de l'intégralité de la somme. Donc ça a énormément joué bien sûr sur la communication. Et au-delà de communiquer, tu vois, et de ne pas dire payez d'abord et puis ensuite qui même me suivent, on voit si on se retrouve dans 3 mois ou pas, parce que c'est vrai que les gens pourraient penser à des arnaques. Eh bien, on a expliqué en fait les raisons, si tu veux. Et je pense que tout s'explique dans la vie. Une augmentation de prix s'explique, l'arrêt d'un produit s'explique, le fait de faire payer en amont s'explique. Nous, au travers de notre business model, comme je vous l'ai dit, au travers du fait que du coup, à cause de ce business model, contrairement à d'autres maisons de joaillerie, on n'a pas besoin d'avoir des marges qui sont aussi élevées, et donc on va avoir un meilleur rapport qualité-prix factuellement sur nos produits, puisqu'en fait, on n'a pas ces 2 ans de stock qui nous pèsent finalement dans nos coffres. On a très peu de stock chez Génio. Et donc, si tu expliques avec un discours construit, argumenté et bien sûr sincère et réel, tout s'entend. Franchement, tout s'entend.
Et je suis assez convaincue de ça, c'est que très souvent quand on veut prendre une décision en tant qu'entrepreneur, on se dit ah non mais mes clients vont pas apprécier, c'est pas possible, je peux pas le dire. Mais en fait, si vous l'expliquez bien, et c'est pas pour dire de finesser, c'est pas pour dire de mentir, non, mais si vous l'expliquez avec intelligence, en vous mettant à la place des gens, sincèrement tout s'entend. Je vous donne un autre exemple. L'augmentation des prix, il se trouve qu'on en a fait une il n'y a pas très longtemps chez Généo, parce que comme vous le savez certainement, guerre en Ukraine, plus cours du dollar, du diamant, etc., tout est en train d'exploser. Et donc, à un moment donné où on prenait, ça revenait sur notre marge, mais ça devenait vraiment très compliqué. Et sur certains produits, on était quasiment à perte. Et donc, on a décidé d'augmenter nos prix, et franchement, on avait peur. Donc là, ça revient aussi à l'autre enseignement, faire d'une contrainte une opportunité. On avait peur de cette augmentation de prix. On s'est dit, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? On a fini par décider de le faire et de communiquer très clairement auprès de notre clientèle qu'on allait augmenter nos prix en expliquant les raisons. Eh bien, les gens ont été unanimement conquis, c'est-à-dire que vraiment les gens nous ont remerciés à l'avance et nous dire ah ben vous nous avez pas mis dans le fait accompli, vous nous avez expliqué que dans un mois vous aviez augmenté vos prix, pourquoi vous l'avez fait. Cette transparence, en fait, c'est tout à votre honneur. Donc, une fois de plus, tu vois, c'est un exemple pour dire que quand tu as un problème ou quelque chose qui te fait peur, essaye de réfléchir à comment le tourner en opportunité et essaye aussi de réfléchir à la meilleure communication possible. Et souvent, la clé pour ça, c'est de trouver des arguments qui sont sincères, si tu veux. Si tu expliques, en fait, ton business, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourront le comprendre. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de mettre les choses sous le tapis. Merci. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question. J'ai 3 métiers aussi. Je suis dessinatrice freelance pour des magasins de cuisine, donc ça, je communique pas là-dessus. Je suis associée avec ma sœur dans un magasin de fleurs où je fais tout ce qui est la décoration, l'événementiel. Là, je viens de racheter une entreprise de kits do it yourself il y a 2 mois. Et puis j'ai 2 comptes Instagram, et ça me paraît hyper compliqué. Mais je sais que vous avez Géniaux, votre compte privé, le compte Génial. Ouais. Là, je sais pas. Je me demandais combien de temps on allait mettre en place Instagram. Par exemple, quand je suis là, je poste une story. Je sais pas, je poste sur mes. J'ai un compte, ça s'appelle Kit & Craft et Kit, et mon nom c'est la Santa Floriste, donc je suis associée comme ça. Je sais pas, je fais chaque fois 2 stories sur les 2 quand je mélange. Donc ça fait 2 mois que j'ai racheté cette boîte. Alors ça tombe très bien parce que je vous l'annonce en avant-première. La prochaine formation d'Eliane sera sur comment créer une communauté sur les réseaux sociaux parce que je pense que c'est l'une des questions qu'on me pose le plus et j'ai beaucoup réfléchi. Mais en gros, pour répondre, effectivement, moi j'ai en fait 3 comptes Instagram. Donc le compte Géniaux, qui a à peu près 180 000 abonnés, le compte Pauline Agneau, qui a à peu près 90 000 abonnés, et le compte d'Eliane Éducation, qui est encore récent parce qu'on l'a créé il y a peu de temps, qui a, je sais pas, 4-5 000 abonnés. Et donc c'est effectivement beaucoup de travail. Ça c'est clair. Ce que je peux dire, c'est que chacun s'organise différemment. Moi, il se trouve, believe it or not, que je n'ai pas de planning sur mon compte personnel. Je poste quand j'ai envie de poster. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai décidé de faire parce que pendant longtemps, je m'étais imposé un planning, comme on a un planning par exemple chez Géniaux, ou on a un planning pour Demian, et en fait, au fil de l'eau, je me suis dit, ça me fait une contrainte supplémentaire, je vais juste poster quand j'ai envie de poster. Il se trouve que comme j'ai des épisodes de podcast qui sortent 2 fois par semaine, c'est assez rythmé par les épisodes de podcast, mais en réalité, là, j'ai pas posté hier, je posterai peut-être pas aujourd'hui, j'en sais rien, et donc je le fais un peu au fil de l'eau. Donc je me suis autorisé cette liberté. Après, ce que je peux dire pour répondre à ta question sur, en gros, comment réussir à concilier en fait plusieurs comptes Instagram, je dirais qu'il faut que tu essayes de faire déjà des contenus qui, toi, te plaisent vraiment, c'est-à-dire des contenus qui, réellement, vont, toi, te sembler être utiles, être intéressants pour d'autres personnes. Et que ces contenus-là, si jamais tu les fais bien, il n'y a pas trop de raison que ça n'intéresse pas d'autres personnes. Donc, c'est des contenus, a priori, qui vont t'apporter plus de portée, mais qui, en plus, vont être faciles à faire pour toi. Parce que très souvent, les personnes se mettent des contraintes en tête et se disent « Ah non, mais il faut que je fasse ça. Ça, c'est intelligent, il faut communiquer de telle manière, il faut que je fasse un Reels, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse une story. » Non, si c'est pas ton style, si c'est pas ce qui te plaît, si c'est pas toi qui tu es, ne le fais pas parce que déjà tu vas pas le faire bien et tu vas te mettre beaucoup de temps. Donc faire quelque chose de pas bien qui prend beaucoup de temps, c'est la base de l'échec. Il vaut mieux que tu fasses des choses que tu fais bien, qui te prennent en plus pas beaucoup de temps parce que tu es inspiré. Donc peut-être que ça déjà, cette petite astuce te permettra de le faire plus efficacement. Et au-delà de ça, réussir à animer 2 comptes Instagram, moi je te dis, dans mon cas personnel, ça n'est plus moi qui gère depuis un moment maintenant le compte Instagram de Géniaux. Je suis quand même encore très présente au sens où je donne les guidelines, je vérifie, je contrôle, mais c'est plus moi physiquement, si tu veux, qui fais les posts.
des miens, ce n'est plus moi physiquement qui fais les posts non plus, je le fais uniquement sur mon compte personnel. Donc au final, je n'ai qu'un compte. Mais déjà, un compte, c'est beaucoup de travail. Et donc c'est pour ça que je me suis aussi autorisé la liberté de poster quand je veux. Voilà, je réponds pas forcément en détail à ta question, je m'en rends compte, mais c'est juste que je pense qu'il n'y a pas de bonne manière, si tu veux, de répondre. Voilà, il y a aussi autre chose que je peux dire, c'est... Quand on aime un truc... Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il faut faire beaucoup de contenu. Et comme il faut faire beaucoup de contenu, autant être efficace. Donc, à la fois faire des choses qui te plaisent vraiment et qui sont plus faciles à faire pour toi que d'autres. Donc, typiquement, il y a beaucoup de gens qui passent énormément de temps à faire des très beaux visuels sur leur contenu, des beaux textes, etc. J'avais fait un épisode de podcast d'ailleurs sur ce sujet. Ça n'est pas forcément ce qui plaît plus sur Instagram, il faut le savoir. Les choses qui sont trop retouchées, enfin, c'est pas ce qui plaît aujourd'hui beaucoup Instagram. Et en plus, ça prend du temps. Donc, essaie d'être peut-être plus efficace dans ta manière aussi de faire tes posts. Et puis, pourquoi pas de recycler les posts les uns et les autres. Ou de regrouper, moi j'ai envie de dire, parce que toi il y a un fil rouge quand même. C'est autour de la créa, c'est ton univers. Donc peut-être que... Moi je pense, parce que dans ton cas je trouve que ça fait vachement sens. Mais bon. On se connaît pas suffisamment, mais typiquement, moi pendant longtemps, j'ai eu un compte à un moment donné pour le podcast. Et puis au bout de 6 mois, 1 an, je me suis dit non mais en fait, je préfère faire un compte personnel où je parle aussi du podcast, je mets tout sous la même houlette, c'est plus facile. Et comme ça, j'ai viré le compte du podcast et c'est pas plus mal. Et je parle du podcast et d'autres choses sur mon compte, tout est centralisé, ça me fait gagner du temps. Et sincèrement, ça me permet aussi de concentrer, si tu veux, tous mes efforts au même endroit. Donc ça, c'est aussi assez important. Bon, les filles, ça me brise le cœur, mais le temps file. Donc on va prendre 2-3 autres questions. On déborde un peu, mais comme on a démarré un peu plus tard. Alors, merci. Bonjour, je m'appelle Gabrielle et je me suis lancée à mon compte il y a quelques années. Et aussi, je travaille en tant que coach d'entreprise sur les cantons de Genève et de Vaud pour Génial. On accompagne les entrepreneurs aussi. Et on se rend compte que les jeunes entrepreneurs, justement, n'ont pas toujours la notion de l'image de marque. Et donc, ça rejoint un peu à la question du branding quand on doit à la fois pousser sa marque et aussi peut-être soi-même en tant qu'entrepreneur, son personal branding. Comment articuler les deux? Est-ce que vous avez des conseils à donner? Vaste sujet. Alors, oui, j'ai plein de conseils à donner. Malheureusement, je suis pas sûre que là, en 10 minutes, on puisse couvrir tout ce qu'il y a à dire sur le sujet du personal branding. Moi, je crois, si je résume de manière synthétique, à plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il faut être aligné. Ça, je l'ai déjà dit, mais je pense que quand on crée sa marque, quand on veut parler de sa marque personnelle, en fait, il faut être sincère, dire les choses telles qu'on les pense, telles qu'on est. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va le faire mieux. Il y a une phrase connue d'Oscar Wilde, vous savez, qui dit personne ne sera jamais, vous ne pourrez jamais être. Bref, on est. Voilà, merci. Tout ça pour dire que vous ne serez jamais aussi doué à être Pauline Léniaud que Pauline Léniaud est douée avec Pauline Léniaud, et je ne serai jamais aussi douée avec Gabrielle que vous êtes Gabrielle. Donc tout ça pour dire qu'il faut que vous soyez en fait vous-même, et on dit tout le temps authenticité, c'est un peu rebattu comme mot. Mais ce que ça veut dire en fait tout simplement, c'est que ce qui marche pour vous ne marchera pas pour moi et vice versa. Et qu'en fait c'est bien de s'inspirer, mais il y a un moment donné où il faut aussi savoir qui on est et savoir en fait ce qui marche pour nous. Et je vous donne un exemple. Moi par exemple je fais assez peu de reels. J'aime bien parler face cam, ça ne me dérange pas du tout, mais par contre, c'est vrai que le truc qui me plaît le plus, c'est écrire des textes. Et donc sur Instagram, moi, mes posts sont plutôt des posts avec des textes assez longs. Or, quand on y pense, c'est pas du tout ce que met en avant l'algorithme. L'algorithme, les textes, il aime pas ça. Lui, ce qu'il aime, c'est quelqu'un qui fait un selfie ou qui fait une face cam de 15 secondes et qui raconte comment avoir plus de followers. C'est pas mon style. Donc en fait, je ne vais pas le faire comme ça. Moi, j'aime bien, quand je parle, expliquer, aller au bout des choses. Et donc, je préfère par exemple faire des IGTV qui sont un petit peu plus longues que des Reels, ou j'aime bien aussi faire des textes qui sont un petit peu plus construits. Parce que ça me correspond. Donc je pense qu'il ne faut pas essayer d'imiter, il faut essayer d'être soi-même. Ça, c'est peut-être déjà une première recette que je peux vous donner, parce que j'observe beaucoup autour de moi, notamment sur les réseaux. Du coup, on voit des choses qui sont bien, donc on a envie de s'en inspirer, de faire la même chose. C'est bien de s'en inspirer, mais toujours adaptez-le à vous-même. Ça, c'est hyper important pour la création de sa marque. Et c'est le cas sur les réseaux, mais c'est le cas de manière générale pour la création de sa marque, parce que, pareil, le nombre de fois où j'ai vu des entrepreneurs lancer un produit et ensuite ils vont regarder telle autre marque qui fait quelque chose de très bien et disent « Ah, mais je vais faire pareil ». Donc en France, par exemple, il y a une marque qui s'appelle Cézanne. Je sais pas si vous connaissez Cézanne. Tout le monde dit « Ah bah moi, je veux faire un peu comme Cézanne ». Mais non, Cézanne, ils font bien Cézanne. Ne faites pas comme Cézanne, en fait. Faites vous-même. Et je sais que c'est pas facile, ça nécessite d'être un peu plus créatif, mais moi j'ai envie de me battre un peu contre ça, parce qu'en fait, ça ne marchera pas d'essayer d'imiter quelqu'un d'autre. Faites vraiment, essayez de vous réfléchir, et c'est un travail d'introspection pas facile,
sur qu'est-ce qui est votre valeur ajoutée. Et j'ai fait une formation à ce sujet aussi, parce que c'est une question qu'on pose beaucoup, sur la plateforme de marque. Parce que l'outil, en fait, marketing, qui te permet justement de savoir réfléchir, pour moi, en profondeur à quelle est la valeur ajoutée de ta marque, quelle est sa différenciation, quel est son ADN, quels sont les codes, quel est le storytelling, c'est ce que j'appelle une plateforme de marque. Et c'est un outil, en fait, qui est indispensable parce qu'une fois que tu l'as travaillé, ça peut évoluer dans le temps, évidemment, la marque, elle évolue, mais ça te permet, en fait, d'avoir des guidelines très clairs, de savoir là où tu veux aller, et donc, justement, d'être aligné. Et puis si je peux rebondir, je me permets, je profite, je connais tellement de genuine qui se planquent en fait derrière leur marque, parce que c'est ça la question, c'est un petit peu ce challenge du personal branding où oui bien sûr on développe notre entreprise, mais il y a aussi nous dans l'histoire, parce que l'entreprise aura peut-être une fin, mais voilà, on ne sait pas la suite pour Génio, mais Pauline Léniaud, on la connaît, et puis du coup tu vas pouvoir faire plein de choses et rebondir avec tout ce que tu as construit. Et donc je dis, moi j'ai envie de vous donner un conseil, c'est sortez de l'ombre. Je connais trop de genuine dont on ne voit jamais le visage, qui se plantent même parfois dans des signatures d'emails, genre l'équipe ou nous, en fait elle est toute seule et c'est pas grave. Mais voilà, n'ayez pas peur, racontez ce que vous vivez parce que finalement c'est là que vous allez toucher les gens aussi. C'est génial de développer une boîte, mais votre parcours, votre chemin. Donc je sais que c'est pas évident de se mettre en avant sur les réseaux. On vous demande pas de vous mettre en avant 10 fois par jour et de faire des selfies à tout va, mais n'ayez pas peur de sortir un peu de l'ombre. Moi je regrette trop souvent de voir en tout cas des entreprises grandir et puis parfois en fait des entreprises s'arrêter et on n'a jamais su qui était derrière et ça disparaît comme ça dans la nature et derrière c'est parfois difficile de rebondir parce qu'on se dit flûte en fait, j'ai rien fait de cette expérience. Et je dirais même qu'il y a plein de manières de se mettre en avant et qu'on a tous l'impression que c'est le selfie ou le facecam, on parle comme ça sans téléphone. Il y a des personnes qui aiment bien le faire, il y a des personnes qui sont douées pour ça. Tout le monde n'est pas doué pour ça. Il y a des personnes qui écrivent bien. Il y a des personnes qui font de très belles photos. Il y a des personnes, enfin voilà, donc essayez une fois de plus de réfléchir à vous qui vous êtes et ne pas copier la personne qui vient. Moi, il se trouve que les facecam, ça me pose pas de problème et je les fais assez spontanément. Mais typiquement, je sais pas, faire des vidéos hyper léchées, c'est moins mon truc, donc j'en fais pas. Je vais me forcer à faire des choses sur lesquelles je vais perdre du temps et en plus je vais être moins performante que quelqu'un qui est sincèrement doué pour ça. Bonjour. Moi j'avais une question, on a parlé communication, on a parlé réseaux sociaux. Quand on lance une marque comme Génio dans l'univers de la joaillerie ou moi dans l'univers de la parfumerie, on est face à des marques qui sont établies, qui ont des plans de communication, qui ont des budgets. Comment on arrive à construire sa notoriété? Comment on arrive à sortir un petit peu du lot? Alors effectivement, il y a les réseaux où on peut, en étant authentique, en ayant une histoire particulière, sortir du lot. Mais je sais que sur Génio, par exemple, vous avez eu la campagne avec le Charros, qui a été aussi un vrai tournant. À quel moment on se dit là, il faut investir plus, il faut y aller? Est-ce que vous pouvez nous partager un peu en termes de communication comment vous avez lancé la marque? Vous avez 5 heures? Ça se trouve, hein, on s'organise chez Génio dans les Mexiques. On reviendra. Blague à part, malheureusement je ne vais pas pouvoir répondre parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais je vais essayer de trouver quelques grands principes que je peux vous donner. Déjà, premier principe, ça prend énormément de temps. Et on me dit souvent, ah mais toi ta boîte elle cartonne. Ça fait 10 ans que c'est difficile. Ça fait 10 ans qu'en fait je bosse. Le podcast, c'est le plus grand podcast français business. Ça fait 4 ans qu'il existe que je fais un épisode par semaine. Les réseaux sociaux, t'as 90 000 followers. Je poste depuis 4 ans, quasiment tous les jours sur les réseaux sociaux et je vous raconte pas le nombre de stories. Donc, il y a un moment donné où on dit persévérance, mais au-delà de la persévérance, tester de nouvelles choses, passer à l'action, faire pendant longtemps, très longtemps, c'est ça qui va finir par marcher. Et quand on parle de persévérance, c'est pas faire tout le temps la même chose, c'est tester un panel infini, quasi infini de nouveautés, mais le faire dans la durée. Donc ça, c'est peut-être la première chose que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas, une fois de plus, de recette miracle, mais par contre, il y a un investissement personnel, émotionnel très fort dans la durée. Ça, c'est hyper important. J'ai pas tellement le mot patience, parce que patience, pour moi, ça veut dire qu'en fait, on est un peu attentiste. On est un peu comme ça à se dire, ah bah, faut juste que j'attende, et puis un jour, ça va me tomber dessus. Non, non, non. Ça va pas te tomber dessus. C'est pire que ça. C'est que tu vas mettre 10 ans, et en plus, il va falloir que tu charbonnes tous les jours que tu fais pendant 10 ans. Donc, faut quand même le réaliser. Et ça, je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Et je connais aucune histoire, on parlait de Cézanne précédemment. Cézanne, déjà, ça fait plus de 10 ans que ça existe, et puis avant ça, Morgane Césalory, elle a quand même travaillé pendant 10 ans sur ce secteur d'activité, donc ça fait 20 ans, en réalité, qu'elle travaille sur le sujet. Elle communique pas dessus, mais c'est la vérité. Donc, il n'y a pas non plus de fumée sans feu, si je puis dire, et le travail, la persévérance, ça paye, mais effectivement, c'est fatigant.
Ensuite, la deuxième chose que je peux dire, c'est il faut, et donc ça revient un peu à ce que je disais sur le fait qu'il faut tester de nouvelles choses, il faut oser. Oser faire des choses qui nous font peur. Moi, je crois que c'est assez important en communication pour se différencier. Très souvent, en fait, quand on se lance, notamment quand on lance sa marque, en fait, on veut vraiment juste que cette marque, en fait, elle nous représente, qu'elle fonctionne, mais on n'ose pas aller très loin parce qu'en fait, on a peur de froisser les gens, on a peur de casser les codes, on a peur d'être jugé, on a peur que ça ne se fasse pas. On a tous un côté légèrement bon élève. Et en fait, en réalité, si vous voulez vraiment émerger à un moment donné, il faut prendre des risques. Et tu citais l'exemple du Charros que peut-être les Parisiennes connaissent. Donc c'est une publicité qu'on a faite avec Gémio, en l'occurrence en 2015. Donc la marque avait quand même déjà plus de 4 ans, parce qu'il a fallu la payer, cette campagne quand même, malgré tout. Et donc on a fait un truc un peu fou, qui est de mettre un énorme Charros en 4x3 dans le métro, avec une bague, la bague Ariane Davé, sur l'oreille. Quand j'ai fait cette campagne, je me suis dit, je me rappelle très bien, une semaine avant la sortie, mais en fait, on est des grands malades, il faut qu'on arrête. Le Charros, ça n'a aucun rapport avec nous. Pourquoi un Charros, une bague sur l'oreille, le métro, un chat en 4x3, mais c'est dingue. Et en fait, on l'a fait quand même, parce qu'en fait, je ne pouvais pas annuler la campagne. Mais franchement, j'aurais bien aimé à ce moment-là. Et je me suis dit que les gens allaient nous insulter, taguer des affiches, enfin, tu vois la maltraitance des animaux, alors qu'en plus, ce petit chat n'a pas été teint. C'est Photoshop, les amis, qui nous a sauvés. Bref, tout ça pour dire que cette campagne me faisait peur profondément, et il n'y a pas de secret, ça a été un immense succès, parce que, effectivement, elle nous a complètement sortis de notre zone de confort, elle a été extrêmement différenciante, et les gens se sont littéralement arrêtés, se prenaient en photo dans cette campagne de Charros, tellement elle était réussie, elle était étonnante. Donc ça pour dire que si jamais tu veux réussir à bien communiquer, il n'y a pas de secret, il faut quand même à un moment donné prendre un risque. Et donc, il faut oser prendre ce risque. Ça fait peur, c'est un assez bon indicateur, la peur, justement, que c'est potentiellement quelque chose qui va marcher. Après, malheureusement, tous les risques ne marchent pas. Donc il faut aussi accepter que parfois on se plante. Et la petite anecdote qui est rigolote, c'est que le Charros, c'est en fait la 3e campagne d'affichage qu'on a lancée chez Gémio. J'en ai fait 2 avant qui ont complètement capoté, vous en avez jamais entendu parler. Parce que c'était pas terrible, d'ailleurs qu'on n'avait pas essayé d'être assez remarquable. Donc tout ça pour dire que soit tu fais les choses à fond, soit il vaut mieux éviter de les faire, et ça peut être une bonne guideline pour réussir à émerger. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Une question. Je redescends. C'est vrai que ça fait un moment. Merci. Moi, j'avais une question plus sur l'enjeu recrutement, parce que tu parlais d'associés, ça c'est super, mais en fait, il y a un moment dans la vie de notre entreprise, moi je suis dans ce cas-là où je suis en train de recruter, c'est super dur. Et du coup, comment on fait le choix de dire je recrute des gens dans ma société, ou alors je prends des prestataires. Je pense que pour la prod, vous, ce sont des ateliers qui sont prestataires de votre société, mais en interne, vous avez des gens qui travaillent pour vous. Donc, on met où le curseur, comment on fait ce choix, et quand dans la vie de son entreprise aussi? C'est une bonne question. Alors, effectivement, déjà, la première chose, c'est que les prestataires, surtout au début de son entreprise, c'est la vie, et qu'il ne faut pas hésiter, évidemment, à passer, mais je pense que vous le faites déjà, par des consultants, des freelances, etc., qui ont un avantage, c'est qu'ils arrivent avec une compétence. Parce qu'il faut quand même se dire que quand on recrute, la personne, il faut souvent la former, il faut l'adapter, et c'est pas toujours des personnes, surtout au début de son histoire, qu'on peut payer pour avoir, enfin, qui ont déjà des compétences très développées, vu le salaire qu'on peut leur donner. Donc parfois, en fait, passer par des prestataires externes qui vont vous apporter une compétence, c'est nécessaire. Et au contraire, j'ai envie de dire, si jamais vous savez que vous avez une compétence qui vaut très cher ailleurs, enfin, vous savez que ça va vous coûter très cher, n'hésitez pas à l'externaliser, parce que ça va vous permettre tout simplement d'avoir cette compétence en interne. Vous paierez peut-être un petit peu plus cher parce que c'est un freelance, mais ça vous permet quand même d'avoir cette compétence. Donc, typiquement sur la photo, le design, etc., c'est quelque chose qui est assez fréquent. À quel moment est-ce qu'on choisit d'internaliser? On choisit d'internaliser quand on pense que la compétence, elle doit être légitimement dans son entreprise, parce qu'en fait, on sait que c'est un investissement qui va faire que c'est ça la différence de l'entreprise. Je te donne un exemple. Nous, il se trouve que la fabrication, elle n'est pas faite chez Gémio, parce que comme je disais précédemment, il y a des prestataires qui sont des ateliers qui travaillent pour la place Vendôme, qui font ça très bien, et même la place Vendôme ne l'a pas internalisé, et travaillent avec ces personnes-là, qui sont donc des fabricants autonomes, qui se tapent d'ailleurs les problèmes des artisans autonomes, et nous, on fait là où on doit avoir notre valeur ajoutée maximale, c'est-à-dire le design, la création, le marketing, la communication, les achats de pierres, parce qu'en l'occurrence, les achats de pierres, c'est très spécifique. On n'a pas réussi à trouver les compétences en externe, donc on avait envie d'internaliser. Donc en fait, il faut toujours se poser la question de
qu'est-ce qui est absolument indispensable, que tu dois internaliser, parce qu'en fait, c'est une compétence clé, cœur, et nous, on est une marque. On n'est pas un fabricant, on est une marque avant toute chose. Donc, tout ce qui est lié à la marque, c'est en interne. Si je te donne un exemple, tout le digital est internalisé chez Gémio. Le web marketing, le compte Instagram, on en parlait, Google Ads, le site internet, c'est notre première boutique, est internalisé. Donc toute cette partie qui est vraiment au cœur de notre compétence, on a choisi d'internaliser. À l'inverse, les choses, on a des prestataires qui le font très bien, tout aussi bien pour nous que pour d'autres. Tu peux tout à fait l'externaliser. Au contraire, ça te fera gagner du temps et ça te fera aussi certainement économiser quelques cheveux blancs d'avoir à former quelqu'un, tu vois, sur des sujets très complexes comme ça. Donc voilà. Après, je pense pas qu'il y ait de moment, si tu veux. Le moment, c'est à quel moment est-ce que tu peux te permettre de payer cette personne que tu embauches. Il y a aussi des choses qui sont possibles, c'est-à-dire de prendre des personnes à temps partiel, c'est possible. Les stagiaires, évidemment, on peut en avoir au début, mais je dirais qu'un stagiaire, à un moment donné, il faut quand même souvent qu'il passe un cap, il n'est pas là pour toute la vie, reformer quelqu'un, ça prend du temps. Donc moi, j'ai plutôt tendance à dire, recrute des personnes en interne, tu vois, de manière indéterminée, forme-les, fais-en un socle solide pour ton entreprise, et ensuite, sur les compétences, qui sont des compétences, on va dire, vraiment très fortes que des prestataires ont, tu devrais plutôt externaliser. Bon bah ça y est, c'est l'heure fatidique de la dernière question. Donc c'était pas toi En fait, ma question rejoint beaucoup celle-là. Merveilleux. Bon bah très bien. Alors la bonne nouvelle, je viens d'avoir une info en backstage. Tu dois nous quitter à 13h, donc on a un peu de rap. Donc on pourra continuer les échanges de manière informelle. On a du thé froid, et du jus. Mais bon, voilà, il faut quand même un moment, déjà merci pour le temps que tu nous accordes. Donc dernière question. Je voudrais juste revenir sur... désolée, je te tutoie parce que je te suis sur les réseaux sociaux et du coup j'ai l'impression de tout. Sur ton conseil de travailler en parallèle en montant sa boîte, donc c'est mon cas. Donc je travaille à 70% en Suisse, qui équivaut à un 80% français, donc c'est quand même pas mal. Et à côté, je monte ma boîte. Donc si on veut pas de business angel, de financement, qu'on bosse, qu'on a peu de temps, une petite vie de famille quand même, et ben du coup on va à la vitesse d'un escargot. Et du coup, même si selon ton conseil, on a une stratégie de vie, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Est-ce que un conseil? Écoute, je pose la question, si tu estimes que tu n'as pas assez de temps, une option envisageable, c'est de t'associer. C'est une personne supplémentaire. Je suis associée avec ma sœur. Voilà, donc au moins ça fait 2 personnes au-dessus. Ça va être effectivement potentiellement de recruter, etc. Le problème, c'est que si jamais tu consacres, mettons, 1 jour par semaine, si t'es jamais là pour manager les soirées, c'est compliqué, effectivement. Donc après, je pense qu'il y a une solution qui est juste d'accepter d'aller à votre rythme. Il y a une autre solution, c'est de se fixer, moi c'est ce que j'avais fait au début de Gémio, des objectifs très précis, très spécifiques qui vont te permettre peut-être d'avancer plus vite et de concentrer aussi tes efforts, toujours cette même idée, sur là où tu vas en fait avoir le plus de valeur ajoutée. Donc par exemple, je sais pas où on est le développement de ton entreprise, nous au début de Gémio, on s'est dit, on se fixe 3 mois pour créer un site internet qui soit capable de vendre. Donc ça voulait dire qu'il fallait qu'on ait un site internet, il fallait qu'on ait trouvé le nom de la marque, il fallait qu'on ait acheté le OVH, donc le nom de domaine, il fallait qu'on ait déposé le nom de marque, il fallait qu'on ait les premiers designs de bijoux, il fallait qu'on ait trouvé des ateliers pour pouvoir vendre, il fallait qu'on ait le module de paiement. Et donc le fait d'avoir un objectif très simple sur papier et où en fait tu as toute une ramification, si tu veux, d'actions qui sont nécessaires derrière, nous a permis d'être comme des bulldozers complètement dédié à cet objectif. Alors, du coup, nous, c'est à temps plein. Mais au moins, si tu veux, si tu as un objectif que tu te fixes, mettons, à échéance 3 mois, il faut pas que les échéances soient trop longues, parce que sinon, tu vas, en fait, pas vraiment te projeter, tu vas dire, dans 2 ans, il faut que je fasse 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou 100 000 euros de chiffre d'affaires. En fait, c'est pas pour eux, si tu veux. Ça veut rien dire, tu sais même pas par où commencer. Alors que si tu as un objectif qui est assez simple, qui est par exemple d'avoir ton site internet, ou d'avoir fait une première vente privée, ou je ne sais quoi, ça peut te permettre en fait d'aller beaucoup plus vite parce que tous tes efforts vont être concentrés sur cet objectif. Et donc même si tu n'as que 1 jour par semaine avec ton associé, au moins tu sais que ce jour-là, il est vraiment dédié à ça.
Et donc, je pense que ça peut peut-être être un bon moyen de t'aider, sans pour autant que tu délaisses ta vie de famille et que tu délaisses ton travail aussi. Mais vraiment de concentrer tes efforts sur un objectif très très clair. Ça vraiment, c'est un truc, je peux le redire une dernière fois, ce sera peut-être le fin mot de cette histoire, c'est que vous avez peut-être entendu à plusieurs moments que j'ai parlé de faire des choix, et j'ai parlé aussi beaucoup de clarté. La clarté des objectifs, la clarté de qui on est, la clarté de sa marque, la clarté de sa stratégie de vie. Passez beaucoup de temps à clarifier dans votre tête. Vous pensez que c'est clair, mais quand on dit que c'est clair, c'est quelques mots très précis sur ce qui apporte votre valeur ajoutée à votre entreprise, sur typiquement, bah voilà, ce qu'on disait là, c'est quoi cet objectif? Et quand je dis, par exemple, un objectif, il faut qu'il soit clair, c'est un KPI, donc je sais pas, avoir eu 3 clients au 2 juillet 2022, donc une date très précise, tu vois. Donc vraiment, c'est des choses très très claires. Et je pense que très souvent, quand on est entrepreneur, bah en fait, on se lance dans des projets, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. On se dit non, mais je sais à peu près. Mais l'à peu près ne marche pas. Il faut vraiment faire un effort intellectuel de clarifier ce qu'on veut. Et je pense que dans ton cas, ça pourra certainement t'aider. C'est pas toujours évident. Mais et c'est très difficile. Merci beaucoup. Je suis très très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc on va faire le petit drink après. Moi juste pour terminer, déjà un immense merci une fois de plus de vous être rendu disponible à mercredi à 11h. On est très contents. On va discuter un petit peu après si vous le souhaitez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le workshop. Exactement, parce que là ça y est, la première date est tombée. Donc vous allez recevoir toutes les infos et on a décidé avec Pauline de garder le suspense sur le sujet du premier workshop qui est un sujet qui parfois ne donne pas forcément envie, or qu'il est clé et fondamental. Et donc, d'entrée, on va vous faire mettre les mains dans le cambouis, hein, parce que c'est ça. Et je pense que ça va vraiment être très quali. Moi, je me réjouis beaucoup. Ce sera le 8 octobre. Le 6 octobre. Le 6, merci. Voilà. Dans la boutique Gémieux en Vieille-Ville, vous allez recevoir toutes les infos. Et il sera suivi par 2 autres rencontres aussi. On va vraiment faire 3 workshops cet automne. Donc, encore plein de choses à venir. Merci beaucoup. Ouais, on fait quelque chose de concret. Et donc là, vous verrez, ça sera très pragmatique, très concret, vraiment en mode atelier. Et effectivement, on garde un petit peu le suspense sur le thème, mais sachez que c'est une compétence qui est complètement sous-estimée et pourtant qu'on estime totalement clé, à la fois pour des entrepreneurs, mais même pour n'importe qui souhaite développer sa carrière. Et donc, c'est ça ce dont on va parler. Il faudrait démarrer par ça avant même de songer à son compte Instagram, n'est-ce pas? On est d'accord. Bon, bah, merci les filles. Et puis, vous êtes invités. On va rester ici. C'est génial. On a la salle jusqu'à 13h. On est entre nous. Donc, profitez de ce moment-là. Et puis, pour celles qui doivent filer, bah, bon appétit. À très vite. Oui, vas-y.